Tape www.suividecolosénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Alors, donc le dernier point concerne, le dernier type de potentiel concerne donc ce qu'on appelle je devais dire les PPS, parce qu'il y a deux types de PPS, et le potentiel de récepteur. Alors, comme nous le savons déjà, la transition synaptique, sur laquelle, donc, grâce à École au Sénégal, on a des vidéos très détaillées qui expliquent donc les différentes étapes. Donc, on va, comme c'est un résumé, nous intéresser à l'aspect, comme j'ai dit, électrique ou bioélectrique seulement. Donc, notez que au niveau du bouton synaptique, on peut observer, après l'arrivée du message, donc l'entrée du calcium, comme nous le savons, le phénomène d'excitose, on peut observer deux phénomènes bioélectriques selon la nature du neurotransmetteur. Le premier phénomène, il est appelé PPSE, potentiel postsynaptique excitateur. Potentiel postsynaptique excitateur. L'autre phénomène possible, c'est un PPSI, potentiel postsynaptique inhibiteur. La première chose à comprendre, c'est que la membrane postsynaptique, comme toute membrane donc, de cellules vivantes, est électropositive. Et électropositive à la surface et électronégative, comme nous l'avons vu pour les autres parties du tissu nerveux. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand le potentiel d'action précédentif arrive, donc provoque le phénomène d'entrée du calcium et d'excitose? Ce qu'il faut noter ici, et c'est important, c'est qu'il y a libération de neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur se fixe, comme dans ce qu'on a vu pour le potentiel d'action, se fixe sur la membrane postsynaptique au niveau de récepteurs protéiques donc spécifiques, comme vous le savez, et entraîne ouverture des canaux. Sauf que là, au niveau du bouton synaptique, ici, il y a des protéines qui sont des protéines chimiodépendantes. Pourquoi? Parce que leur ouverture est provoquée par une substance chimique appelée neuromédiateur chimique ou bien neurotransmetteur. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Comme pour le potentiel d'action, si au départ, je vous dis qu'on a ça, comme pour un tout tissu normal, c'est-à-dire plus à la surface, donc la fixation d'un neurotransmetteur excitateur entraîne l'ouverture des canaux à Na+. Qu'est-ce qui va se passer? Entrée des Na+, inversion de la polarité. Donc, cette inversion localisée de la polarité, je dis localisée parce que dans cette zone, il ne peut y avoir qu'un potentiel de repos ou un potentiel, n'est-ce pas, post-synaptique. Parce que là, souvent, on a un corps cellulaire ou un dendrite parfois. Donc, l'ouverture des canaux chimiodépendants entraîne donc la pénétration massive de Na+, et une dépolarisation locale, je précise bien, appelée potentiel postsynaptique excitateur. Le potentiel postsynaptique excitateur est expliqué, comme pour le potentiel d'action, par la présence ici de canaux à Na+, chimiodépendants, parce que leur ouverture ici est provoquée par une substance chimique, comme je l'ai dit, appelée neurotransmetteur. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est la présence dans l'axone, ou plutôt dans le bouton synaptique, et la libération après la stimulation efficace de neurotransmetteurs inhibiteurs. Pour le neurotransmetteur excitateur, il y a ouverture des canaux chimiodépendants à Na+. Pour le neurotransmetteur inhibiteur, il y a deux possibilités. Donc, la première possibilité, c'est qu'il y ait au niveau de la membrane postsynaptique des canaux à K+, pardon. S'il y a des canaux à K+, qu'est-ce qui va se passer? Ouverture des canaux et sortie de K+. Donc là, le K+ n'entre pas. Donc le K+ qui sort, nous savons que c'est pour compenser une entrée de Na+. Sauf qu'ici, il n'y a pas d'entrée. Donc s'il n'y a pas d'entrée, le K+ va augmenter la polarité membranaire et provoquer un phénomène d'hyperpolarisation.
c'est ce phénomène d'hyperpolarisation localisé au niveau postsynaptique qu'on appelle potentiel postsynaptique inhibiteur. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est la présence ici de Cl- et la présence sur la membrane de canaux chimiodépendants à Cl-, dont l'ouverture entraîne la pénétration massive de Cl-. Donc, autant l'entrée massive de Na+ provoque une dépolarisation, autant l'entrée massive de Cl- qui sont chargés négativement entraîne, n'est-ce pas, un phénomène d'hyperpolarisation. Donc, l'hyperpolarisation peut être provoquée et par une sortie d'hyperpolarisation, donc le PPSI peut être provoqué et par une sortie donc, de K+, ou bien par une entrée de Cl-. Donc, ça, c'est par rapport aux deux types de potentiels. Et l'autre caractéristique importante, c'est que plus la quantité de neurotransmetteurs libérés suite à la stimulation, donc plus l'intensité de la stimulation est grande, plus l'amplitude du potentiel postsynaptique augmente. Le PPSE et le PSI, leur amplitude augmente en fonction de la quantité de neurotransmetteurs. Donc, ce qu'on peut dire là par rapport au PPSE notamment, c'est qu'il y a ici une forme de codage. Ce codage est appelé codage en modulation d'amplitude. Qu'est-ce que ça signifie? Cela veut dire que l'amplitude du PPSE augmente avec l'intensité de la stimulation. Si vous prenez le contraire, pour mieux comprendre ici, comme nous l'avons vu dans le cours détaillé, lorsque vous stimulez, lorsque vous augmentez l'intensité de la stimulation, ce qui va se passer au niveau d'une fibre, c'est l'enregistrement de plusieurs potentiels d'action. Parce que la fibre obéit à la loi du tout ou rien. Ce phénomène-là, dans le cas où la fréquence des potentiels d'action augmente, on parle de codage en modulation de fréquence, mais dans ce cas précis, ce n'est pas la fréquence des PPS qui augmente, mais leur amplitude jusqu'à atteindre évidemment le seuil et donner naissance à un potentiel postsynaptique. Dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, on parle de codage en modulation d'amplitude et non pas de fréquence. Voilà pour le PPSE et le PPSI. Alors, le PPSE donc, et le PPSI sont des phénomènes localisés au niveau de la synapse. Nous allons parler du potentiel de récepteur, mais pour comprendre le potentiel de récepteur, il faut d'abord comprendre l'organisation d'un récepteur. Je rappelle que les récepteurs sont localisés dans les 5 organes de sens, donc que sont l'œil, l'oreille, la langue, le nez et les yeux, mais aussi la peau, n'est-ce pas, l'œil donc. Alors, un récepteur comprend donc 2 parties. Avant, évidemment, le prolongement qui ici sera la fibre. Donc, la fibre. Donc ici, voilà. Donc vous aurez là un site générateur. On l'appelle ici un site transducteur. Ici, vous avez un site générateur. Et là, vous avez la fibre. Donc voilà l'organisation d'un récepteur sensoriel. Donc l'organisation sommaire, l'organisation sommaire d'un récepteur. Un récepteur sensoriel qui, comme vous le savez, marque le début de l'histoire du transport d'un message nerveux dans l'organisme. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est les conditions de naissance dans l'organisme. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Pour le comprendre, il faut d'abord définir un récepteur sensoriel. Le récepteur sensoriel est chargé de recevoir une stimulation, une excitation, et de transmettre ça à la fibre isolée. Et comme vous le voyez, un récepteur sensoriel comprend 2 sites auxquels donc fera suite la fibre. Quel est le rôle du site transducteur? Le site transducteur est le lieu d'un phénomène qu'on appelle la transduction. La transduction, c'est la transformation de la stimulation ou de l'excitation, quelle que soit sa nature, en un phénomène électrique qu'on appelle le potentiel de récepteur. Le
potentiel de récepteur. Donc, dès que vous stimulez, parce que la stimulation, il peut s'agir du froid, ici. Il peut s'agir de l'acide. Il peut s'agir d'une piqûre, par exemple. Regardez. Quelle que soit la nature de vos stimulations, elle va entraîner ici un phénomène appelé transduction. Autrement dit, la stimulation va être transformée en un potentiel récepteur qui est un phénomène électrique. Ce qui montre que le potentiel, le site transducteur peut transformer un stimulus thermique, comme le froid, chimique, comme l'acide, mécanique, comme la piqûre, en un phénomène électrique appelé potentiel de récepteur. Le potentiel de récepteur a une caractéristique, c'est que plus l'intensité de la stimulation est élevée, plus le potentiel de récepteur a ce qu'on appelle donc une amplitude élevée. Donc on a déduit là au passage que le potentiel de récepteur, à l'image du PPSE, est codé en modulation d'amplitude. Est codé en modulation d'amplitude. Donc plus la stimulation augmente, l'intensité je veux dire, plus l'amplitude du potentiel récepteur augmente, ce qui fait que lorsque le seuil est atteint, donc il y a un seuil, comme d'habitude, de naissance d'un potentiel, eh bien, le potentiel de récepteur, dès qu'il atteint le seuil, il est transformé en potentiel d'action au niveau du site générateur. Donc, vous voyez que les fonctions potentielles sont réparties. D'action. Donc, quand le site transducteur, le nom même est évocateur, parce que la transducteur, on sent deux mots. On sent traduction, vous voyez, on traduit une stimulation thermique, chimique ou mécanique en phénomène électrique, traduction, mais il y a également trans qui souvent signifie transport. Donc, ce n'est pas que le potentiel récepteur le transporte, mais il se trouve que le potentiel récepteur, tout à l'heure j'ai dit qu'il a une première caractéristique, c'est qu'il est codé en modulation d'amplitude. L'autre caractéristique, c'est qu'il est non propageable. Donc, pour pouvoir atteindre la fibre, il doit donner d'abord au niveau d'un site qui génère un phénomène propageable, un potentiel d'action qui, lui, est propageable. Donc, le site transducteur, après le seuil atteint par le potentiel récepteur, permet d'obtenir au niveau du site générateur. Le potentiel d'action ne naît jamais au niveau du site transducteur. Le potentiel d'action naît au niveau du site générateur et est transmis, puisque c'est un phénomène propageable, est transmis à la fibre, provoquant ici, donc, comme nous avons vu, dès qu'on dit fibre, n'oubliez pas que les phénomènes restent identiques à eux-mêmes. Il y a un changement de polarité et une propagation du message selon la théorie des courants locaux ou bien saltatoire, ça dépend du type de fibre que vous avez. Ce qui est important à noter ici, c'est que le potentiel d'action, contrairement au potentiel récepteur, quand vous augmentez la fréquence ou l'intensité de la stimulation, vous ne pouvez pas augmenter l'amplitude, mais vous pouvez augmenter le nombre de potentiels d'action. C'est pourquoi les élèves doivent faire attention à ce schéma-là. En réalité, dans ce schéma, chaque trait correspond à un potentiel d'action. Vous voyez, un potentiel d'action. Pour ne pas en représenter plusieurs. Donc voilà une forme de codage en modulation de fréquence. Donc plus la stimulation est forte, plus le potentiel d'action et plus le nombre de potentiels d'action va augmenter, ce qui fait parler ici d'un codage en modulation d'amplitude, parce que le potentiel de récepteur, son amplitude peut augmenter. Là, c'est un codage en modulation de fréquence, parce que non, sa fréquence, son amplitude n'augmente pas, mais c'est le nombre émis qui augmente. C'est ça qu'on appelle un codage. Maintenant, une fois que le potentiel d'action est atteint, il va être transmis au niveau de la fibre qui donne naissance donc à un message nerveux qui va aller. Donc, évidemment, l'autre conséquence, c'est qu'ici, on ne peut parler ici que d'une fibre sensitive. Une fibre sensitive, parce que les fibres sensitives, il y a plusieurs définitions possibles, mais les fibres sensitives sont les fibres reliées à un récepteur. Donc, parce que c'est ces fibres qui vont conduire le message au centre nerveux pour entraîner différents types de réponses. Donc ça, c'est le potentiel de récepteur qui est, comme j'ai dit, codé en modulation
d'amplitude et qui permet, donc, s'il atteint le seuil, de donner un potentiel d'action. Donc, en résumé, au niveau du récepteur, il y a un transducteur qui transforme la stimulation, quelle que soit sa nature, en phénomène électrique appelé potentiel récepteur, et un générateur qui, lorsque le potentiel récepteur atteint le seuil, le transforme en potentiel d'action propageable et qui va atteindre, n'est-ce pas, la fibre. Le dernier élément important à noter ici, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure une dépolarisation locale. En réalité, toute stimulation provoque une ouverture et surtout provoque un échange d'ions. Maintenant, le problème c'est, est-ce que la quantité d'ions qui pénètre est suffisante pour provoquer une inversion de la polarité? Quand vous stimulez et qu'il y ait une ouverture des canaux insuffisante, par exemple, une ouverture en tout cas permettant l'entrée d'une quantité d'ions insuffisante, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer ce qu'on appelle une dépolarisation locale. Comme son nom l'indique, la dépolarisation locale augmente d'amplitude et quand la dépolarisation locale atteint le seuil, c'est pourquoi le potentiel de repos est qualifié de dépolarisation locale. Dès que le seuil est atteint, la dépolarisation locale va générer un potentiel d'action qui, lui, est codé en modulation de fréquence et propageable. Donc, comme vous le voyez, le tissu nerveux est doté de deux propriétés principales. Ces deux propriétés, c'est l'excitabilité et la conductibilité. L'autre élément important sur lequel les élèves doivent faire attention, c'est la naissance du potentiel d'action au niveau d'un récepteur et au niveau d'une fibre isolée. S'il s'agit d'un récepteur, vous avez, comme nous l'avons vu, un site transducteur, un site générateur. S'il s'agit d'une fibre, vous stimulez où vous voulez. S'il y a naissance d'un message qui va se propager dans les deux sens, c'est grâce au canon voltage dépendant, d'abord à Na+, et puis à K+.